Tu veux ton plein écran? Ouais. Non. Donc, ce PNDB, d'abord, une récapitulation du sujet. Donc, ce jeudi, ça va traiter du PNDB, le pôle national de données de biodiversité, qui est donc une infrastructure de recherche du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a été créée en 2018 et qui est portée par le Muséum national d'histoire naturelle. Donc, il a pour objectif de mettre à disposition un ensemble d'outils et de services pour la description, l'accès, la validation, la réutilisation, etc., des données de biodiversité pour les communautés de recherche, en prenant en compte ces données sur le temps long, à toutes les échelles biologiques et dans toutes ces interactions. Donc, je vais donner la parole à Olivier Norvez, qui est depuis décembre 2021 le responsable de l'animation du PNDB. Et il a pu s'impliquer au cours de ces années d'expérience, dont 10 au Canada, au sein de différents types de structures, universités, ministères, associations, établissements publics, etc. Et il a couvert plusieurs aspects de la biodiversité, de l'accompagnement et la rédaction de projets, aux inventaires sur le terrain, la gestion, la publication et la valorisation des données et la médiation scientifique. Donc, c'est à toi, Olivier. Tu as donc la parole pour présenter le VNDB. Merci Anka. Retest. Est-ce que vous m'entendez bien? Mais il y a un écho. Avec un grand écho, oui. Avec beaucoup d'écho. Ça, c'est problématique. Est-ce que tu veux que je t'apporte un casque? J'ai une collègue qui va t'apporter un casque. Non, je viens de le rallumer là. Et là, on fait une autre solution. Oui, en effet, il y a de l'écho. Est-ce que là, c'est bon? Ça fait très solennel. Bienvenue dans cette présentation du PNDB. Vive la science ouverte. Non, c'est bon. C'est bon? J'ai une collègue qui vous amène un casque. Ah oui, bah oui, forcément. Hop. Ok. Donc là, désolé pour le petit retard. Normalement, tout est bon. On peut vous entendre. Vous nous entendez normalement. Donc, rebonjour tout le monde. Parfait. Et donc, merci Anka pour la présentation. Et aussi, merci à l'IRD en général pour cette présentation d'1 heure. L'idée, c'est de vous présenter en une demi-heure du coup, le PNDB
et d'avoir un temps d'échange après d'une demi-heure. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions et on fera plaisir d'essayer d'y répondre en tout cas. Donc, juste avant de rentrer dans le vif du sujet sur le PNDB en tant que tel et pourquoi, comment de la mission du PNDB, l'idée, c'est d'avoir de faire un petit préambule. Donc, c'est une infrastructure de recherche qui, depuis 2018, est donc inscrite sur la feuille de route des différentes IR nationales. Et donc, c'est piloté cette feuille de route par la LNV. Derrière le PNDB, il y a 18 établissements partenaires et plus la Fondation pour la recherche sur la biodiversité en tant que 19, on va dire, partenaires. Toutes ces institutions, enfin le PNDB, pardon, donc, via ces institutions, est structuré au niveau de la mise en œuvre de la coordination scientifique technique par le Muséum national d'histoire naturelle et plus précisément l'unité d'appui à la recherche Patrinat, donc avec 4 tutelles, l'OFB, le Muséum, le CNRS et donc récemment l'IRD. Les aspects d'animation sont notamment aussi coportés par la FRB. Je suis moi-même donc officiellement Fondation Recherche pour la biodiversité, mais évidemment en lien avec Patrinat. Depuis 2022, autre chose importante du PNDB, donc on est centre de référence thématique. Tous ces aspects-là, on les met en préambule, mais on va les développer par la suite. Donc n'hésitez pas, enfin pas d'inquiétude si vous ne comprenez pas tous ces termes ou ces nouveaux ces nouveaux termes qui peuvent être nouveaux pour vous. Donc l'idée depuis 2022, on est centre de référence thématique. Ça consiste grosso modo à aiguiller et structurer les diverses communautés en recherche, biodiversité, au travers des données standards et les aiguiller sur les bonnes pratiques et tout. Et dernière chose importante, donc en 2024, donc l'année prochaine, on intègre en tant que 5e pôle l'infrastructure de recherche DataTerra qui comprend déjà 4 autres pôles, donc des équivalents de données de biodiversité et de données de service, qui sont Audatis pour l'océan, Theia pour surface continentale, Aeris pour l'atmosphère et Formater pour terre solide. Et donc ça, c'est donc en premier semestre 2024, nous serons officiellement le 5e pôle de l'IR DataTerra. Et donc, tout ce contexte, on peut se définir comme étant une infrastructure virtuelle de recherche pour et par les communautés. On va le voir, ce pour et par est très important. Et donc, pour accompagner et faciliter la compréhension, le partage et l'utilisation des métadonnées de biodiversité. On va faire une petite mise au point. Alors, ce n'est pas une mise au point, mais en tout cas, qu'on ait la même base commune de vocabulaire et de référentiel, et sur les aspects justement de données et de métadonnées, les contextes et les enjeux qu'il y a derrière ces aspects-là. Donc, côté PNDB, on s'appuie sur 2 définitions notamment. Donc, une définition sur les données et métadonnées. C'est important dans la mesure où, dépendamment des types de communautés de recherche qu'on peut aller voir, chacun peut avoir sa définition des données. Donc, nous, on s'appuie sur celle de l'OCDE de 2007, qui est justement suffisamment générique pour pouvoir prendre une diversité de données, dépendamment des communautés, mais qui en même temps est factuelle, donc qui s'assoit sur des termes qui peuvent parler à tout le monde. Et donc, ça fait un dénominateur commun pour pouvoir échanger sur le sujet et se mettre d'accord. OK, dès qu'on parle de données, c'est ça. Ce sont des enregistrements factuels pour utiliser comme source primaire pour produire de la recherche, produire des analyses, produire répondre à des hypothèses scientifiques et valider donc des résultats. Donc ces fameux qui, quoi, où, quand, comment, ce sont les données, et on va dire qu'en décrire ce qui, quoi, où, quand, comment plus précisément, ça va être la contextualisation des données, la métadonnée donc. Et ça, c'est un terme qui est extrêmement important dans le monde de la donnée en général, donc pas propre à la recherche en biodiversité, mais à partir du moment où on joue avec des données, on a une nécessité à devoir contextualiser ces dernières pour être opérationnel et on va dire être efficient dans la gestion, la curation en général et l'analyse des données. Donc, la métadonnée, on s'appuie pareil sur une définition de Christine Borgman, qui est simplement les données sur les données. Mais c'est l'aspect important, en tout cas l'entrée importante qu'on développe au PNDB dans la mesure où c'est une des façons d'avoir un degré de férisation, on verra ce fameux acronyme FAIR par la suite, ou en tout cas, c'est une des façons de rentrer dans ce processus qu'est la science ouverte, c'est notamment le passage au travers des métadonnées. Donc, un contexte qui est important et donc qui amène des enjeux évidents par rapport à ces derniers, par rapport à ce contexte. Donc, il y a
ce sont des lieux communs aussi, hein. Vous avez évidemment, vous faites face pardon, à ces aspects-là. Lorsque vous récoltez des données et ou que vous agrégez des données existantes, il y a une diversité de données, il y a une diversité de provenance. Ça peut provenir d'un laboratoire, un UMR, ça peut provenir d'un muséum, d'une institution, une association de sciences participatives ou autre. En tout cas, il y a une diversité de provenance, il y a une diversité de types de données, il y a une diversité de standards. Et donc, un des challenges, c'est pouvoir relier ces différents objets entre eux. Et justement, la métadonnée, passer par la métadonnée, permet notamment de relier ces aspects-là, enfin ces différents objets entre eux. Et donc ça, c'est un gros contexte très important, et enfin c'est plutôt un énorme challenge, c'est pouvoir justement bien identifier les liens qu'il y a entre chaque objet, entre guillemets, et le pérenniser dans le temps, et voir, ou même en tout cas ces aspects-là de lien peuvent être dynamiques, donc ils ne sont pas juste factuels à un moment. Là, l'image qu'on a reprise, c'est tiré d'un article de Roderick Page, que je vous invite à aller voir. C'est quelqu'un qui fait énormément de web sémantique, d'ontologie, thésaurus, et qui justement sur ces aspects-là est très, très pertinent. Et donc là, les liens qu'il y a entre, par exemple, image, spécimen et journal, ce n'est pas les liens qu'il faut obtenir à tout prix dans la vie. Ce sont des liens à un moment T pour illustrer un besoin, etc. Et donc, ces liens, ils peuvent évidemment être dynamiques dépendamment de l'enjeu que vous avez, enfin, des questionnements que vous avez scientifiques derrière et l'analyse que vous allez produire. D'où le fait d'avoir en fait tout un processus qui est le plus standardisé possible, notamment par les métadonnées. Le deuxième enjeu qui est hyper important, qui est très important, c'est donc la perte d'informations au cours du temps. Donc, là, on se base, en tout cas, même beaucoup cet article-là de Michener en 97, qui, classiquement, décrit la perte d'informations dans le temps simplement par le fait que, en général, pas tout le temps, mais il y a une mauvaise gestion, non pas volontaire forcément, évidemment, mais plus involontaire, ou en tout cas pas être au fait des bonnes pratiques. Et donc, ça donne qu'il y a une perte d'information, le classique étant le ou la chercheur qui part à la retraite a accumulé genre 30 ou 40 ans d'informations sous forme manuscrite et ou sur un vieux fichier Excel qui n'est pas mis à jour sur tel serveur ou autre. Et donc, ces informations peuvent disparaître lors de son départ en retraite. Et ça, c'est évidemment qu'un aspect. Et donc, deuxième contexte important. Et après, le challenge, on va dire, enfin, un des grands challenges, le Graal en général en sciences, et pas juste en sciences de la biodiversité, c'est évidemment la reproductibilité. Et donc, pour y arriver, en tout cas pour aller vers un processus de reproductibilité le plus possible, on va dire la démarche de la science ouverte, initiée depuis quelques années par le ministère et différentes institutions, ou en général la communauté de recherche en général, ça permet d'y répondre. En tout cas, nous, justement, vous allez voir, en tant qu'IR de recherche, associé avec les acteurs existants, évidemment, on peut apporter des outils-services pour aller vers une meilleure reproductibilité, notamment en s'intégrant dans une démarche de science ouverte. Donc, pour répondre à ces contextes et essayer d'aller vers s'insérer pour répondre aux enjeux. Alors, désolé, c'est possible qu'il me manque un café. Donc, voilà, en fait, c'est même pas possible, c'est certain, il me manque un café. Donc désolé si je perds mes mots de temps en temps. Voilà, n'hésitez pas après à revenir après la présentation si vous n'avez pas compris un aspect. Donc les cadres de bonnes pratiques pour essayer de répondre à ces enjeux-là sont notamment le cycle de la donnée. Donc peut-être, il y a des chances que vous l'ayez déjà vu passer au cours d'une présentation ou de directives passées. En tout cas, ce sont différentes étapes structurées dans le temps qui en fait permettent d'avoir une vision holistique de vos données, de vos jeux de données, de vos métadonnées, de vos processus d'analyse et de qui fait quoi à quel moment, donc au travers du temps. Et donc d'avoir finalement une vision long terme et une curation optimale ou même efficiente de vos jeux de données. Ces étapes-là, elles sont, on va dire, logiques, mais elles ne sont pas nécessairement appliquées dans la vie de tous les jours. Alors, encore une fois, ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est parfois, il y a du temps RH, il y a simplement pas le temps d'avoir tout ça, pas le temps de penser à tout ça. Et donc, il existe différents services, outils pour essayer, en tout cas, pour chaque étape, de bien identifier les ressources existantes, les personnes existantes, et donc s'insérer dans un cycle de la donnée qui, justement, permet notamment d'avoir une reproductibilité si on a fait un bon plan de gestion de données, on a collecté ces informations, on a renseigné les informations derrière, on a déposé les données dans un bon endroit,
on les partage, etc., etc. Donc après, dépendamment de ce que vous avez vu passer, le cycle de la donnée, parfois, il présente 6, 7, 8 étapes. C'est à peu près les mêmes étapes. On peut les séparer dépendamment de comment on voit ce cycle, mais c'est grosso modo les mêmes façons de décrire des étapes importantes pour bien conceptualiser et théoriser son plan de gestion de données et pratiquer, évidemment, pas juste le conceptualiser, le pratiquer. Donc, un aspect qui permet, ce n'est pas l'unique bien sûr, mais qui permet notamment de répondre aux contextes qui sont justement la diversité d'objets à relier entre eux, la perte d'informations, etc. C'est justement la métadonnée. Donc, on l'a vu, nous, c'est vraiment une entrée qu'on privilégie au côté PNDB, mais pas que. Enfin, ce n'est pas juste PNDB, c'est vraiment une très grosse communauté au niveau mondial qui, en fait, a compris que l'information pouvait être notamment standardisée par la métadonnée. Donc, c'est intéressant. En fait, c'est complémentaire à une standardisation par la donnée. La standardisation par la donnée est extrêmement puissante, mais peut avoir parfois, tout ne peut pas être standardisé par la donnée et donc passer par la métadonnée. Donc, c'est vraiment un équilibre qu'il faut avoir, ou en tout cas être au fait qu'il y a la standardisation de la donnée qui est extrêmement puissante, la standardisation de la métadonnée qui apporte une autre façon de voir les choses, et les deux sont extrêmement complémentaires. Et pour ce faire, donc, en tout cas, ce qui est pratique, c'est qu'au niveau de la communauté en éco-informatique, donc en écologie en général et sciences de la biodiversité, il existe un standard qui est international, qui est l'Ecological Metadata Language, donc développé par le National Center for Ecological Analysis and Synthesis, avec un super accent anglais, comme vous avez pu le voir. Et donc, c'est pratique parce qu'en fait, ça a 25 ans de retour d'expérience. Et donc, c'est aussi bien par les communautés écologues, donc on va dire l'entrée métier, que par les éco-informaticiens, les personnes qui développent derrière et qui, en tout cas, ont un très gros retour d'expérience de développement derrière ce standard. Donc, c'est le standard en écologie pour la métadonnée. Et donc, c'est une des réponses, notamment en plus du cycle de la donnée et justement des fameux principes FAIR, pour pouvoir pallier à cette diversité, cette perte d'informations dans le temps et ou à relier les objets le mieux possible entre eux. Et donc, le dernier, et pas des moindres cadres de travail et ou bonnes pratiques à voir, c'est les principes FAIR. Ce sont les principes FAIR, pardon. Et donc, avec un acronyme, vous avez sûrement dû le voir passer aussi régulièrement. C'est donc le facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Et vous avez, en fait, quand on fouille sur ces aspects de critères de FAIRisation, de critères liés au principe FAIR, que vous ayez sur GoFair, qui est une initiative internationale, ou sur le site Ouvrir la science, le mot métadonnée intervient très régulièrement. Et justement, en fait, ça, c'est un des aspects qui est très important pour s'insérer dans des principes FAIR, en tout cas le plus possible. Vous allez devoir, la métadonnée est justement la porte d'entrée pour aller le plus loin possible dans un degré de FAIRisation, on va dire. Et on va dire, pour résumer, c'est un ensemble de principes directeurs donc pour gérer les données de recherche, visant à les rendre faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. Et ça, c'est très important, par l'humain, mais aussi par la machine. Et donc là, ce sont des aspects plus… Wow, excellent. On vient de m'apporter un café en direct. Alors, ce n'était pas du tout une demande, mais merci beaucoup. Tu peux essayer en demandant un gâteau au chocolat pour voir si ça… Oui, voilà. Un super moelleux au chocolat, mais pas un fondant. Attention, non. C'est top, ça. Donc, merci beaucoup. Et donc, ce que je disais, c'est compréhensible, intelligible par l'humain et la machine. Et cet aspect-là, ce n'est pas anodin par la machine, parce que justement, de plus en plus, les algos de recherche pour faire des requêtes d'informations, de métadonnées, etc., en fait, via des standards, via des licences ouvertes, via des accès faciles, etc., vont permettre justement une meilleure FAIRisation et un cycle de données efficient et donc une meilleure reproductibilité in fine. Et pour la référence, pour ceux qui regardent la série Mandalorian, This is the way, c'est vraiment ça qu'il faut voir. C'est que la FAIRisation, ou s'insérer dans les principes FAIR, ce n'est pas « je suis FAIR, pas FAIR », c'est un chemin. C'est vraiment un degré. On pourra toujours trouver des données ou des métadonnées qui seront plus FAIR que l'autre. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut avoir. C'est-à-dire que
à minima, s'insérer avec des critères minimaux pour être fair, c'est déjà excellent. Et après, on peut aller plus loin dans ce degré de fairisation. Et donc, on a posé la base, et là, je m'aperçois que je suis quand même assez bavard, donc on va continuer. C'est ouais, je vais prendre une gorgée de café. Pardon. Et donc, avec ces aspects de cycle à données, de fairisation, de standardisation par la métadonnée, donc le PNDB en tant qu'infrastructure de recherche, on va dire qu'on a, pour répondre à ces besoins, qui sont la reproductibilité, lier les différents objets entre eux et éviter le plus possible la perte d'informations dans le temps, on a un triptyque pour présenter les outils services qui est comprendre, partager, utiliser. Donc, c'est classique, mais on ne peut absolument pas partager si on n'a pas compris, et on ne peut pas réutiliser et utiliser des données si on ne les a pas partagées et encore moins comprises, ou compris, entre guillemets, les enjeux justement qu'il y a au travers de la donnée, tout ça. Donc, une des premières entrées par rapport au triptyque comprendre, alors là, il y a plein de flèches dans tous les sens. Justement, l'idée, c'est qu'en tant que centre de référence thématique, donc dans le cadre de l'écosystème qui se met en place Recherche DataGouv, qui est piloté par le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, c'est d'avoir des points relais ou des instances existantes qui sont mandatées avec, entre guillemets, un label pour justement orienter, guider et participer à la science ouverte en général. Donc, nous, en tant qu'infrastructure de recherche, aux côtés de Dataterra, on est centre de référence thématique pour le système Terre Environnement du ministère. Et donc, en tant que centre de référence thématique, nos missions sur ces aspects-là, c'est informer sur les contextes, les enjeux, donc comme j'ai pu faire juste au début de la présentation, sur le paysage de l'éco-informatique en général, donc les systèmes d'information, les entrepôts, les infras de recherche qui existent. Et le paysage est assez complexe, on ne va pas se mentir, mais pas compliqué, c'est la différence. Mais si tant est qu'on ait quelqu'un pour nous expliquer justement. Et donc, c'est une des missions d'un centre de référence thématique, c'est vraiment aiguiller sur ce paysage, sur ces contextes, sur les bonnes pratiques, cycle de la donnée, faire, etc., les standards existants, les outils qui existent, donc les outils PNDB, mais pas que, les autres outils qui peuvent exister au sein d'autres systèmes d'information. Donc, je pense notamment au GBIF avec l'IPT, le catalogue du SINP qui est l'INPN que vous connaissez sûrement, etc., etc. Pour partager, donc dans le triptyque partager les métadonnées, donc il y a évidemment il y a le gros enjeu de partager les données, tout simplement, c'est qu'on a beau se dire que c'est important, elles ne sont pas forcément présentes en énorme quantité. Alors, je relativise, je mets beaucoup de guillemets là-dessus. Il existe plein de systèmes d'information qui présentent beaucoup de données. Je pense notamment encore au GBIF avec plus d'1 milliard d'occurrences d'espèces, hein, donc c'est énorme. Mais si on devait, on va dire, donner un volume et un aspect numérique de toutes les données de biodiversité qui puissent exister, on s'apercevrait, bien que le 1 milliard d'occurrences est déjà énorme, qu'en fait, il y a beaucoup plus de données qui sont quelque part, mais qui ne sont pas forcément accessibles pour diverses raisons. Pour des raisons historiques, pour des raisons, comme on l'a vu tout à l'heure, départ à la retraite, tout est sur PDF ou sur des dossiers manuscrits, et ou pour des aspects juridiques. Enfin bref, il y a énormément de raisons, c'est multifactoriel. Et donc, partager les données, on va dire, c'est extrêmement important. Et pour ça, il faut pouvoir donner des outils qui permettent, en tout cas qui facilitent les comités de recherche à partager ces informations-là. Donc actuellement, il existe l'IPT justement développé, donc l'Integrated Publishing Toolkit, un outil de publication intégré, donc développé par la communauté JBIF pour justement partager des données occurrences, des listes d'espèces, des listes taxonomiques, des ressources sur les métadonnées en général et des données d'échantillonnage. Ils sont actuellement en train ils proposent en fait des groupes de travail pour justement étendre ce modèle et que puissent prendre justement des données, par exemple, de caméra trappe ou des données environnementales, etc. Donc, le standard, c'est le Darwin Core et le ML pour la métadonnée. Et donc, côté PNDB, on est sur des projets de recherche-développement. Donc, c'est vraiment en cours de développement. Donc, c'est
on est en train de s'amuser, on va dire, de jouer avec pour justement pouvoir prendre des différents types de données. Et on a des liens évidemment avec les ressources existantes, donc avec l'IPT, de par le standard qu'on utilise en termes de métadonnées, qui est l'EML. Donc, je répète, Ecological Metadata Language. Peu importe par l'outil que vous allez passer, le but final, c'est de les partager. Ce qu'on va proposer, c'est de pouvoir avoir un outil et ou d'utiliser les outils existants pour partager et que ces données-là et ces informations de métadonnées soient présentes dans les bons entrepôts, puis après dans les systèmes d'information, qu'ils soient français ou internationaux, et qui soient thématisés ou génériques, etc. etc. Donc là, je fais un petit focus sur les data papers. Donc ça, c'est un aspect qui n'est pas négligeable dans la mesure où, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, partager les données, vraiment une multitude de raisons, c'est pas systématisé, c'est pas systématique. Et un des aspects qui est intéressant pour justement valoriser cette démarche, c'est justement le data paper. Donc, c'est un outil, en fait, c'est une publication scientifique révisée par les pairs. Il y a un vrai processus, comme d'habitude, de révision. Voilà. L'idée, c'est de décrire son jeu de données via les métadonnées, puisqu'en fait, ce que vous allez faire, c'est simplement extraire vos métadonnées et les formaliser selon la revue que vous allez publier. Et en fait, cette formalisation de métadonnées va vous donner un data paper qui lui-même est référencé par un DOI et permet justement une valorisation de la recherche, des données. Des jeux de données peuvent être utilisés depuis des années. Je pense en écologie, il y a des jeux de données qui sont classiques, notamment Cedar Creek, donc c'est pour tout ce qui était biodiversité, fonctionnement des écosystèmes aux États-Unis. Donc, c'est un jeu de données, ça fait 25 ans qu'il l'utilise dans tous les sens. Ça, c'est un jeu de données qui est incroyable. Évidemment, pour n'importe quelle thématique en biodiversité, on pourrait trouver des jeux de données équivalents. Et après, il ne faut pas juste penser à des jeux de données qui ont 25 ans d'existence. En fait, n'importe quel jeu de données est intéressant en soi si justement, s'il rentre dans un processus de férisation, le data paper rentre dans ce processus de férisation. Et donc, on peut publier des data papers aussi bien sur des jeux de données de politique publique ou de recherche et de sciences citoyennes en général. Et donc, petit focus sur actuellement, il y a un appel à projet DataShare, donc lancé par la FRB, Fondation Recherche pour la Biodiversité, et le Centre de synthèse d'analyse sur la biodiversité, qui est justement pour accompagner les chercheurs pour formaliser leur jeu de données pour, in fine, arriver à des data papers. Et aussi un autre focus sur le projet Open Meta Paper, donc en lien avec le nœud français GBIF, donc GBIF France, pour justement booster la communauté de recherche à publier des data papers et notamment au travers de la structuration et l'utilisation d'un standard qui est l'EML, standard partagé par l'IR-PNDB et le GBIF. Donc, côté triptyque de utiliser les données, donc il y a le PNDB propose propose un catalogue. Alors celui-ci, si vous allez voir, donc data.pndb.fr, est pas rempli, il ne faut pas se mentir, mais il est en cours de remplissage dans la mesure où en fait, bon, je vais venir plus tard. Grosso modo, ce qui est important à retenir là-dessus, c'est que c'est un catalogue de métadonnées, mais qui donne un lien direct vers les données. Et ça, ce n'est pas négligeable. Pour ne pas dupliquer les données, mais juste extraire l'information qui permet de bien comprendre la donnée, donc la fameuse métadonnée. Et notre catalogue, comment il fonctionne, c'est la slide suivante, mais en gros, il va moissonner les différents entrepôts existants et ou les systèmes d'information existants pour pouvoir présenter justement un catalogue multi-entrées et transverse à la biodiversité du gène au socio-écosystème et les interactions. Donc, ces différents termes, gène, socio-écosystème, etc. Donc, les interactions font appel évidemment à une multitude de types de données, justement, et on en revient au schéma de Roderick Page en début de présentation, qui justement, c'est comment lier ces différentes informations, et ça passe notamment par le métadonnées. Petit truc aussi, si vous regardez donc l'image du milieu, donc le Metadata Assessment Report, c'est en fait c'est un outil qui est tout nouveau, qui en fait permet de générer des rapports sur le degré de férisation que vous avez déposé sur un entrepôt qu'on a moissonné. Et donc, votre jeu de données, via les métadonnées,
en fait, permet d'obtenir ce degré, ce rapport. Et l'idée, ce n'est pas d'avoir un bon point parce qu'on a 100% sur le critère F ou 50% sur l'accessibilité, etc. Mais plus d'avoir en fait un guide de bonne pratique et de s'insérer justement, ah tiens, là, si je remplis juste une coche, enfin une case ou deux, ou que je relie à tel thésaurus, à tel standard, et ben, je vais être encore plus faire. Et c'est intéressant, en fait, c'est ces aspects d'accompagnement tels que cette fiche de métadonnées, de rapport pardon, de qualiférisation des métadonnées, est important justement pour avoir une vision globale de notre jeu de données tel qu'on le livre à la communauté, si on veut. Et donc, comment il fonctionne? Comme je le disais, en fait, c'est que ça interroge les différents entrepôts. Donc là, actuellement, justement, comme je disais, on a à peu près 70 jeux de données. L'idée, c'est qu'à fin 2023, début 2024, on ait plusieurs centaines de jeux de données parce qu'en fait, on est en test. Enfin, on est en test. On est dans notre catalogue test. On est en train de valider ce qu'on va implémenter comme information parce que par inférence et par le standard EML, on peut inférer de l'information supplémentaire. Et donc, ça amène différents aspects techniques, scientifiques, éthiques. Et donc, tous ces aspects-là sont discutés actuellement donc, en comité de pilotage et aussi en comité COMEX du PNDB pour qu'on se mette d'accord sur, on va dire, nos critères minimaux de qu'est-ce qu'on moissonne, comment on le moissonne, qu'est-ce qu'on a à faire en plus, qu'est-ce qu'on vise comme critères secondaires, etc., etc. Mais, in fine, par une requête, avec un questionnement scientifique, le catalogue interrogera les différents métadonnées présentes sur le catalogue et donc pourra faire ressortir en fait les jeux de données pertinents à la requête et ces derniers seront directement téléchargeables parce que certes catalogue de métadonnées mais lien direct de téléchargement vers la donnée. Donc simplement on prend l'adresse URL d'un entrepôt et on le met dans les liens de téléchargement d'une fiche de la métadonnée, enfin d'une fiche de données. Dernier outil qu'on développe pour justement utiliser les données, c'est une plateforme d'analyse Galaxy Ecology. Donc, ceux qui proviennent du monde de la bioinformatique, peut-être vous connaissez, on va dire que la communauté bioinformatique a quelques années d'avance sur les aspects de workflow, de standardisation de workflow d'analyse. Et ce n'est pas anodin dans la mesure où de plus en plus, face aux changements globaux, de climat, biodiversité, enfin bref, vous connaissez, on a besoin d'indicateurs. On a besoin d'avoir une certaine reproductibilité, pas juste en ayant accès aux données et aux métadonnées, mais aussi en ayant accès aux analyses et aux algorithmes qu'on va donner, léguer ou en tout cas partager à la communauté pour justement comparer nos processus analytiques, les indicateurs qu'on peut générer, etc., etc. Donc, Galaxy Ecology, c'est une plateforme en ligne qui permet d'obtenir, traiter, analyser et visualiser des données écologiques. Donc, au-delà du côté indicateur, il y a aussi un côté très intéressant pour le ou la chercheur qui a des questionnements scientifiques, mais qui n'est pas forcément bon codeur, parce que c'est du temps, parce que les codes changent, parce que les technos changent, ça soit R, Python, etc. Et donc, en fait, sur Galaxy Ecology, on peut implémenter des outils provenant de différentes technologies ou différents programmes, pardon, pour pouvoir en fait utiliser simplement le workflow analytique, par exemple proposé par tel package R ou tel programme Python, C++, etc., etc. Donc, on propose des formations sur ça. Vous pouvez directement aller voir aussi les tutos qui sont en ligne. La présentation, dans tous les cas, elle est en CC BY. Donc, pareil, tous ces aspects-là, vous pourrez les retrouver. Et donc, oui, je parlais d'indicateurs sur la Galaxy Ecology. Nous, on a notamment une entrée pour justement générer des indicateurs de biodiversité. C'est les variables essentielles de biodiversité. Donc, c'est une façon de déconstruire la biodiversité au travers de 6 classes qui sont la diversité génétique, population espèce, trait écologique, communauté, structure d'écosystème, fonctionnement. Et donc, au travers de ça, il peut y avoir une certaine standardisation de workflow analytique qui s'insère dans chaque classe pour justement avoir différents types d'indicateurs selon qu'on veuille des indicateurs sur la diversité génétique, le fonctionnement des écosystèmes, etc., etc. Et donc ça, c'est notamment dans le cadre d'un projet qu'on développe en tant que nœud français GEOBON, donc GEOBON étant le groupement international pour l'étude de la biodiversité. Et donc, on est nœud français GEOBON avec le SIB. Le SIB, donc c'est un acronyme qui veut dire Système d'information sur la biodiversité, qui est, on va dire, le pendant
du PNDB pour les données type politique publique, donc l'inventaire du patrimoine naturel, le Natura 2000, données chasse-pêche, etc. Et donc, la dernière partie, et ça va, je ne suis pas trop en retard. Donc, c'est une infrastructure pour épars, je le disais tout à l'heure, enfin, parce que je le soulignais, c'est très important dans la mesure où l'écosystème est assez complexe. L'idée du PNDB, ce n'est pas de rajouter une couche, mais plutôt de s'insérer dans des dynamiques existantes, d'utiliser des outils qui ont fait leurs preuves ou des standards qui ont fait leurs preuves. Donc, je pense à l'EML, l'Ecological Metadata Language, à Galaxy Ecology, qui, pareil, a une énorme communauté de développement derrière, aux outils GBIF existants, au SINPL, INPN, etc. En tout cas, l'idée, c'est de s'insérer dans un paysage pour proposer des services et ou mutualiser des outils services pour, in fine, finalement, comprendre les données, les métadonnées, les partager et les utiliser. Donc là, c'est la gouvernance et les interactions qu'on peut avoir. Donc, il y a un COMEX, un COPIL, comité de pilotage, donc avec les représentants des 19 partenaires, et donc l'IRD, vous êtes présent au COPIL, évidemment, OCS, Conseil scientifique, je vais en parler un peu plus tard, mais c'est une des enfin, c'est un des points, enfin, en tout cas, c'est une des pierres angulaires, on va dire, de cette fameuse gouvernance et de ce fonctionnement pour le PNDB. Et donc, bon, on va en parler juste après. C'est le fameux conseil scientifique. Donc, c'est piloté par Sandrine Pavoine, donc chercheuse au laboratoire CESCO, au Muséum national d'histoire naturelle. Et au sein de ce conseil scientifique, il y a 4 CES découpés donc avec diversité des populations, diversité des espèces et communautés, diversité des écosystèmes et biodiversité passée. Ça, c'est très important parce que pour comprendre le futur, il faut aussi comprendre le passé et le présent. Et donc, pour avoir justement cette échelle temps long. Et donc, au sein du conseil scientifique, par exemple, du CES1, pardon, il y a François Sabot. Et Yves Vigo, ouais, tout à fait, ouais, complètement, ouais, tout à fait. Donc, sur les aspects diversité des populations. Donc, l'idée de ce conseil scientifique, en tout cas les missions, pardon, c'est nous orienter parce que on veut pas proposer des services qui soient déconnectés de la réalité. Donc, on a le plus possible des interactions avec le conseil scientifique, notre conseiller scientifique et les CES en général, pour justement qu'ils nous donnent notre bonne orientation, pour qu'ils nous aident à tester nos outils, ou la façon dont on présente ces outils-là, etc. Donc, c'est vraiment c'est le conseil des grands sages, voilà. Et il est important de le suivre parce qu'en fait, ils ont deux casquettes. Ils ont une casquette d'experts dans leur domaine, mais ils ont aussi une casquette de délégué de classe, pardon, pour faire remonter aussi des besoins, parce qu'on a beau essayer d'être le plus possible en contact avec les communautés, on ne peut évidemment pas palper ces différents besoins, en tout cas la multitude de besoins que peuvent émettre la communauté. Et donc, ces deux casquettes sont extrêmement complémentaires et indispensables pour pouvoir avoir un conseil scientifique et les interactions entre différents CES qui puissent justement nous donner des grandes orientations, nous, en tant qu'infrastructure de recherche. Et donc, ça, c'est l'équipe du PNDB. Donc, je ne vais pas faire la liste de toutes les personnes, mais bon, c'est une joyeuse équipe. Et, et voilà, l'idée, c'est donc il y a une complémentarité d'expertise de personnes. Et c'est très important parce que ce n'est pas que du technique, l'infrastructure de recherche, le PNDB, c'est aussi de l'humain. Et pour résumer donc la présentation et le PNDB donc en deux diapos. Donc, sur l'ellipse qui est extérieure, donc vous avez la diversité d'objets, en tout cas, vous avez l'hétérogénéité dans les types de données, leur provenance, les standards, la perte d'information dans le temps. Et au travers de l'ellipse centrale, donc l'IR PNDB, infrastructure de recherche, et je le rappelle, futur 5e pôle Dataterra, donc horizon 2024, on propose donc des outils services pour, on va dire, s'insérer dans une dynamique de sciences ouvertes, dans un cycle de la donnée le plus opérationnel possible et un processus de férisation, donc au travers d'outils services qui est donc un catalogue, des formations, l'accompagnement pour les data papers, etc., etc. Et c'est à peu près ce qu'on vise, alors pas PNDB, mais la communauté en général, au niveau des données de recherche. Et on va dire ça, c'est l'aspect centre de référence thématique qu'on peut, on va dire, aiguiller sur ces aspects-là. C'est donc il y a une production, il y a différentes données. À un moment donné, on doit, ça me fait marrer tout seul, il manque du café.
à donner à un moment donné. Enfin, on se pose des questions sur qu'est-ce que mon jeu de données raconte, comment je dois le raconter, quel est le format, le standard que je dois utiliser ou que j'ai utilisé. Donc ça ces questions-là, elles peuvent se poser évidemment au début d'un projet, mais elles peuvent se poser aussi pour des données historiques qu'on retrouve ou qu'on a envie d'agréger avec des données qu'on va collecter pour un autre projet, etc., etc. Et donc ce questionnement, cette caractérisation de ce jeu de données, donc finalement les métadonnées qu'on va y associer, c'est vraiment ce qui va définir enfin pas définir, mais en tout cas ce qui va vraiment bien orienter pour être efficient dans le cycle de la donnée et ce processus de férisation. Parce qu'en fait, dépendamment de à quelle institution on est affilié, est-ce qu'on dépose dans tel entrepôt, est-ce que nos données peuvent rentrer dans tel entrepôt, etc., etc. Ces données-là peuvent se retrouver après dans des systèmes d'information qui sont spécialisés parce qu'il y a des données, par exemple, de type occurrence, donc qui peuvent se retrouver au niveau du GBIF, ou des données type politique publique, et pourtant c'était entre guillemets un projet de recherche, elles peuvent quand même se retrouver dans un système d'information comme le SIB, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est justement de se poser ces questions-là. Nous, en tant que centre de référence thématique, Système Terra Environnement, aux côtés de Dataterra, en lien avec les référents des entrepôts de données, en lien avec les ateliers de la donnée qui sont une entrée territoriale pour les grands aiguillages. Donc, ce triptyque qui est en train de se mettre en place. Donc, tout n'est pas encore défini ou défini, ouais, c'est ça, de qui fait quoi et quand et comment. Mais grosso modo, c'est orienté. Finalement, c'est toujours la même chose, c'est donner les guidelines et orienter vers le besoin, vers les outils les plus adaptés aux communautés de recherche. Ces données métadonnées se retrouvent dans des infras de recherche qui elles-mêmes transfèrent vers des systèmes et ou des instances internationales et rebelote. Et donc sur ce, je finis. Désolé, j'ai un peu dépassé le temps que je m'étais donné. Donc on a un quart d'heure, mais en tout cas, j'espère que vous avez compris au moins un minimum. Et en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions. Merci beaucoup. Oh là, du coup, j'entends l'écho, moi aussi. Je disais merci beaucoup, Olivier. J'ai une question sur le chat, et puis moi j'en ai une perso après. Le PNDB offre-t-il un service de publication de data paper? Alors, qu'entend-on par un outil un service de publication de data paper dans le sens où on n'a pas un outil, par exemple, en ligne qui va directement générer un data paper. Par contre, on peut accompagner vers des outils existants. Par exemple, c'est le cas dans le projet Fonds national sciences ouvertes, donc Open Meta Paper. Donc, je suis passé très rapidement, mais donc en lien avec le GBIF France, par l'outil GBIF et des outils qui sont en test par chez nous. On accompagne un ou plusieurs chercheurs, chercheuses pour justement publier. Donc après, on n'a pas un outil PNDB, nous, clé en main pour générer un data paper, mais par contre, on a un service d'accompagnement pour en tout cas structurer ce data paper via les outils existants. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement ou c'est peut-être Yvan, je ne sais pas, ou d'autres personnes. Je ne sais pas ce que vous entendez. En fait. Est-ce que vous entendez si Yvan parle à côté? Est-ce que si je ne parle, vous m'entendez? Pas sûr. Lointainement, mais on vous entend. C'est pas le micro partagé. Donc juste avant, excusez-moi, Yvan, que vous... Hop. Yvan, donc responsable coordination scientifique et technique du Pôle national données de biodiversité. Peut-être juste sur le côté data paper, on n'a pas de service de production de data paper avec le côté éditorial qui va avec, soumission et compagnie. Par contre, c'est quelque chose qu'on teste dans le cadre du projet Fonds national sciences ouvertes. On accompagne les communautés pour essayer de booster la production de data paper, d'aiguiller vers les outils existants. Et notamment, il y avait un outil qui existe au niveau du GBIF qui s'appelle l'IPT, Integrated Publishing Toolkit. Si je ne dis pas de bêtises, je me prends vers Sophie du début qui est à côté. Et côté PNDB, c'est vrai qu'on développe cet outil pour produire de la métadonnée au format EML et qui permet, au niveau de la métadonnée, vous avez bien compris, et qui permet automatiquement de créer un draft de data paper, parce qu'en final, un data paper,
c'est quasiment, entre guillemets, juste, avec plein de guillemets, de la métadonnée très détaillée. Donc, on s'arrête en amont, on va dire, sur la structuration de la métadonnée notamment, et la production de standards de données, par exemple, avec le GDIF pour le côté standard d'Army Corps. Et puis après, le data paper, il peut être publié dans le journal que vous préférez et via l'approche que vous préférez. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question. J'ai pas vu écrit. Est-ce que clairement dans votre présentation, comment est-ce que les producteurs de données, enfin les scientifiques, peuvent vous contacter s'ils ont besoin d'un conseil, d'une orientation, etc. C'est sur le site web, il y a du pndb.fr, donc il y a un contact, un email, donc c'est contact.pndb@mnhn.fr. Enfin, je le donne vite fait, mais là, il y a pndb.fr, vous allez le trouver directement. Donc, en général, l'idée aussi, c'est pas forcément qu'on soit point de contact pour la multitude de questions, évidemment, qui peut exister pour les comités de recherche. Donc, c'est en train de se mettre en place, justement, notamment avec le triptyque dont je parlais tout à l'heure, les référents ateliers la donnée, les référents des entrepôts institutionnels, et en fait, qu'on puisse faire proposer des formations pour les formateurs, ou en tout cas les points relais locaux. Donc, évidemment, ces personnes-là ne pourront pas répondre sur des questions bien précises que nous, on peut répondre. Et donc, passer directement par le PNDB est évidemment l'option. Mais l'idée, c'est qu'on ne soit pas non plus en permanence le point d'entrée pour toutes les questions parce que on n'est pas connu, hein, faut dire ce qui est. Mais ça se trouve, dans 3 ans, voilà, on aura 3000 mails par jour et donc ça sera impossible juste à pouvoir assurer derrière l'assistance, quoi. Donc, c'est en train de se mettre en place pour qu'on puisse proposer le bon référencement d'outils services actuels et ou les bonnes personnes, justement. Avec, comme je le disais, encore une fois, avec le triptyque atelier de la donnée et les référents entrepôts institutionnels. Et donc aussi centre de référence thématique. Mais sinon, profiter de notre non-notoriété actuelle, c'est contact.pndb@mnhn.fr. MNHN pour Muséum national d'histoire naturelle. Merci beaucoup. Et j'avais une autre question. Alors, dans quel ou quels au pluriel entrepôts déposer des données de biodiversité qui ne sont pas des données d'occurrence? Et en parallèle, quels entrepôts sont ou seront moissonnés par votre métacatalogue? Alors, pour répondre déjà à la deuxième, en fait, on a le RSI, donc c'est le réseau des responsables des systèmes d'information. Alors, je ne sais pas, vous avez peut-être vu passer l'acronyme vite fait. Est-ce que je vais… Mais en gros, c'est différents systèmes d'information et ou entrepôts. Donc là, dans cette diapo-là, vous voyez le RSI tout en haut. Et donc ça, c'est le réseau des responsables des systèmes d'information. Donc, ils sont au nombre de 25 actuellement. Il y en a plus, mais grosso modo, il y en a 25 dans ce RSI. Et donc, on va à minima moissonner ces RSI. Donc, ces RSI comprennent les entrepôts, par exemple, ANAE, Indoor pour le CNRS INE, qui est aussi Muséum, Data Sud, etc., etc. Donc, l'idée, c'est de moissonner, en tout cas, par des critères qu'on met en place actuellement, des critères minimaux qu'on se donne pour justement s'insérer dans un degré de férisation, donc des licences ouvertes, téléchargement direct des données, etc., etc. Et donc, tous ces critères-là vont nous permettre de définir, on va dire, à un temps T, les entrepôts qu'on va moissonner. Donc, je ne peux pas vous dire le nombre, mais clairement, l'idée, c'est de moissonner le plus possible et à minima une vingtaine, quoi. Enfin, c'est ça, quoi. Enfin, en tout cas, les gros entrepôts actuels de données, métadonnées et ou systèmes d'information qui proposent des données. Et donc, pour répondre à la première question qui était où déposer des données autres que des données type occurrence, ça, en fait, il y a 2 questions qu'il faut vous poser. C'est quoi comme type de données? En effet. Et c'est, on va dire, à quelle institution j'appartiens. Et donc, il y a comment dire, par exemple, côté CNRS, INE et ou Muséum, les données sont déposées donc, dans l'entrepôt Indoor, donc, qui est un entrepôt institutionnel et thématique biodiversité, qui permet justement de prendre en compte tout type de données finalement, quoi.
comme la plupart des entrepôts en fait. Et donc après, là c'est pour le cas là, mais en fait il y en a plein. En fait, beaucoup de systèmes d'information biodiversité permettent de récupérer, dépendamment de l'affiliation de là où la chercheur, de déposer des données autres que occurrence. Merci. Moi, sur le chat, je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que des gens veulent prendre la parole? Vous pouvez lever la main si jamais vous n'arrivez pas à ouvrir directement votre micro. Ah, j'ai une main levée. Où est-elle? Où est-elle? Ah, voilà. Allô, Alors, vous m'entendez? oui, on vous Oui. entend. Oui, Michel Sauvin de l'IRD, directeur de recherche émérite, actuellement au Pérou. Nous travaillons dans notre unité depuis, ouais, on va dire ça, 50 ans, sur les pharmacopées traditionnelles d'Amérique latine, Guyane, Pérou, Bolivie essentiellement. Nous avons beaucoup de données, on en a parlé, enfin vous en avez parlé tout à l'heure sur la problématique de la conservation des données, en particulier les carnets d'herbiers, les carnets de transcription d'informations ethnobotaniques ou ethnomédicales. On a fait beaucoup de publications aussi, heureusement. Donc, il y a un certain nombre d'informations qui sont présentes dans les bases de données habituelles de notre domaine. Mais je pense que c'est important de pouvoir réactualiser tout ça et de ne pas perdre certaines informations qui ne sont pas dans les publications. Comment vous voyez dans ce contexte un petit peu lié aux sciences humaines, à l'anthropologie, à l'ethnomédecine, lié à la biodiversité bien évidemment, mais avec des usages, comment d'abord recompiler tout ça, voir dans quelle mesure ce savoir est toujours vivant et essayer de récupérer le maximum de données qui ne sont pas forcément dans nos travaux. Notamment, et ça c'est quelque chose de très important, il y a beaucoup d'herbiers en Amérique latine qui ne sont toujours pas informatisés, où l'accès aux données est toujours compliqué. Je suis en ce moment au Pérou et j'essaie de voir avec le Muséum d'histoire naturelle de l'université référente au Pérou, qui est la San Marcos, de faire un peu la compilation de tout ça. Donc, ça m'intéresse bien, toute cette problématique, mais dans quelle mesure, comme elle est extrêmement diversifiée, le seul élément fédérateur, c'est la plante, ou enfin autre organisme utilisé, avec effectivement des références d'herbiers. C'est la seule chose que je vois comme un élément qui nous permettrait de faire des recherches et surtout de compiler l'information qu'on a rassemblée depuis 50 ans. Voilà, merci pour votre la réponse. question. Et vous allez avoir la bonne personne pour répondre justement. Donc, Sophie Pamerlon, donc, du GB France. Merci Olivier. Oui, je me permets d'intervenir parce qu'effectivement, c'est typiquement le genre de données qu'on peut complètement publier au GBIF. Alors bien sûr, il faut étudier la structure du jeu de données et voir ce qui peut passer, ce qui correspond bien au scope du GBIF, mais ça m'a fait penser à un exemple qu'on a en cours sur des herbiers avec usages médicinaux et autres usages d'ailleurs agricoles ou plutôt liés aux sciences humaines et sociales en Afrique de l'Ouest, et qu'on est en train de publier au GBIF, et on est en train de faire un data paper dessus également. Donc on a pu voir que ça rentrait complètement dans ce cas-là, dans le scope GBIF. Donc je pense que les herbiers dont vous parlez ont l'air en tout cas assez similaires au niveau de l'intérêt scientifique qu'il y a derrière et de la structuration des jeux de données. Donc ça, je pense que ça peut être déposé directement au GBIF, effectivement. Et évidemment détaillé, avec une description dans les métadonnées bien détaillées qu'on peut ensuite… Excusez-moi, je n'ai pas compris votre nom. Vous pouvez le répéter? Ah, pardon, Sophie Pamerlon de l'équipe GBIF France. C'est Ok, merci. le nodal français du GBIF. Et je travaille avec Anne-Sophie Archambault, qui est notre gestionnaire de point nodal et qui est de l'IRD. Ok, merci. Et il y a aussi justement, tout à l'heure, on parlait des principes FAIR, mais aussi les principes CARE, donc CARE, qui font référence justement à ces aspects éthiques, ethnobotaniques, ou en tout cas savoir ancestral, et justement qui a besoin justement d'être enfin pas d'être mis à jour, mais en tout cas d'être valorisé. Et donc, je ne sais plus l'acronyme de CARE, mais en tapant sur Internet, c'est une façon de concevoir, enfin, pas concevoir les données, mais en tout cas, c'est une façon complémentaire à faire, donc le FAIR, pour justement appréhender les données, notamment ces données-là.
Oui, tout à fait. Il y a des bonnes pratiques à suivre pour notamment tout ce qui concerne l'anonymisation, les règles RGPD en Europe, mais également dans d'autres pays, il y a des équivalents qui s'appliquent et qu'il faut suivre pour publier les données. Donc, vous êtes au Pérou actuellement, trop bien. Ah oui, c'est ça. Est-ce à qu'il y a fait, oui. d'autres personnes qui voudraient prendre la parole? N'hésitez pas. Nous avons encore quelques minutes. Oui, allô? Oui, allez-y, on vous entend. Oui, c'est Didier Jouffre. Donc, j'ai mis un post dans la discussion, une question, mais donc je la reprends oralement. Donc, je me demandais, est-ce que le PNDB se limite-t-il aux données nationales en termes de propriété, aux données françaises, ou bien au contraire, on envisage des développements, voire des collaborations et des appuis pour travailler sur des données dont la propriété est auprès des partenaires, je pense en particulier aux partenaires de l'IRD, où il y a beaucoup de données en Afrique qui sont mal connues, mal documentées, mal partagées. Mais la question qu'on a, et notamment en biodiversité, il y a des données de statistiques de pêche, des données de campagne de chalutage scientifique sur les poissons pour le domaine que je connais. Mais la question qu'on a souvent, c'est la question de la propriété des données. Donc, il faudrait un appui pour sensibiliser les propriétaires de ces données, les centres nationaux propriétaires de ces données, pour qui les inciter à les documenter en métadonnées, à les partager, ces métadonnées. Et donc, de ce point de vue-là, il faudrait des spécialistes. Moi, je sens le besoin de ça, mais est-ce qu'on pourrait envisager des appuis du PNDB dans ce sens-là pour travailler avec nous sur ces aspects avec Alors, les il y a pays plusieurs aspects. Enfin, c'est super intéressant. Merci pour la question. Alors, il y a plusieurs aspects. Alors, nous, en tant qu'infrastructure de recherche nationale, on a vocation à présenter, ou en tout cas valoriser les données métadonnées provenant de la communauté de recherche française, donc affiliée à une institution française. Ces données-là peuvent être géographiquement métropolitaines, dom-tom, etc. Mais elles peuvent être aussi internationales si, par exemple, tel chercheur affilié, donc, affilié à une institution française, IRD ou autre, fait des recherches donc, au Pérou, etc., etc. Donc, c'est l'affiliation qui fait qu'on va valoriser telle ou telle métadonnée, quoi, on va dire. Deuxième aspect, sur les aspects licence et donc partenariats, projets nationaux, internationaux, il y a le GBIF, donc c'est des collègues qui, eux, donc justement, c'est un système d'information mondial, enfin c'est un réseau mondial avec des nœuds nationaux dans beaucoup de pays. Donc il y a ces aspects-là justement pour, on va dire, former des communautés aussi et développer des liens locaux avec d'autres pays qui ont d'autres aspects. Et donc, et voilà le retour de Sophie. C'était juste pour compléter ce que disait Olivier sur l'organisation du GBIF. Pour répondre à la première question, donc il y a des points nodaux GBIF dans plusieurs pays, dans toutes les régions du monde, et notamment sur le continent africain, notamment en Afrique de l'Ouest. Donc on a un point nodal au Togo, au Bénin, en Afrique du Sud, au Rwanda. Enfin, il y a des points nodaux nationaux et thématiques aussi. On a certains points nodaux qui ne représentent pas un pays, mais plutôt des thématiques de recherche. Et donc, pour ce qui est de la propriété des données, s'il y a des chercheurs impliqués qui sont plutôt de ces pays-là, enfin que les données leur appartiennent, il faut peut-être qu'ils se rapprochent plus des points nodaux GBIF de leur pays ou d'un pays voisin. Il y a des facilités, enfin des connexions qui se font entre pays. Et ensuite, ça peut être remonté au niveau international et éventuellement peut-être intégré dans d'autres récits s'il y a des chercheurs français impliqués dans ces données, pas dans la gestion de l'acquisition. C'est sûr que les aspects licence, en fait, c'est un vrai challenge au niveau harmonisation internationale. Dans la mesure où, par exemple, en France, la recherche, enfin, le ministère de la Recherche demande que les données de la recherche soient compatibles Beta Lab, etc. Et donc, c'est une licence qui est CC BY 4.0, pardon. Donc, après, on sait bien qu'il y a énormément de diversité de données, métadonnées en d'autres types de licences.
et au niveau mondial, ce n'est pas forcément les mêmes. Il y a les fameux Creative Commons, donc le CC BY, qui peuvent être un lien justement de facilitation et de collaboration entre différentes provenances de données, quoi, donc de tel pays avec tel autre pays, etc., etc. Mais ce sont des vrais aspects qu'il faut se... Ouais. Mais ce sont des vrais aspects de... Il va falloir qu'on arrête. Je crois qu'il y a des personnes qui veulent Ah oui. passer, donc peut-être passer sur- s'il y avait d'autres questions ou pas, sans vouloir faire. J'ai une dernière question que j'avais zappée, excusez-moi, je n'avais pas vu non plus celle de Didier Jouffre. Il y a quelqu'un qui pose une question pour savoir si le B de biodiversité peut aussi concerner les données de santé. Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il existe un réseau similaire en santé? Santé, il y a quand même l'IFB qui en fait pas mal, l'Institut français de bioinformatique, hein. Donc, il y a une infrastructure nationale de recherche aussi, qui est aussi centre de référence thématique, justement, pour ces aspects-là. Et après, ouais, tout à fait, on parle de plus en plus du concept One Health, donc une santé humaine, une santé animale, une santé des écosystèmes. Et donc, ces aspects-là, évidemment, en fait, c'est-à-dire que Je vais avoir du lien sur le texte. il peut y avoir du lien sur les données de santé. On est intégré dans un projet qui est lié à la résistance des antibiotiques à travers des écosystèmes, enfin, via les liens avec biodiversité. Donc, totalement, il peut y avoir des... Et en fait, c'est là où c'est encore intéressant, justement, de bien décrire ces métadonnées-là. C'est que sans duplication de données vers un entrepôt style santé et ou un système d'information santé, on peut, in fine, moissonner des entrepôts SHS ou santé qui pourraient faire référence à cette thématique One Health et donc pour justement avoir à minima des entrées de métadonnées qui soient transversales et donc réfléchir, on va dire, avec des un ensemble de jeux de données complémentaires, quoi. Donc oui, complètement, il y a du lien. Et... Notamment sur les data papers. Ouais, tout à fait. Il y a des appels à contribution sur les data papers liés aux zoonoses, donc évidemment dans le contexte Covid, mais pas que, et ça peut être une porte d'entrée aussi vers les données de la santé liées à la biodiversité. Bon, écoutez, on va être un peu obligé de ne pas trop dépasser cette fois-ci parce qu'il y a une formation juste derrière, faire par le faire, dans cette même salle, avec les mêmes animateurs. Donc, je vais remercier les 54 personnes qui se sont connectées aujourd'hui et leur donner rendez-vous pour notre prochain jeudiste en juin qui traitera de l'intelligence artificielle. Écoutez, je vous laisse vous dire au revoir aussi, Olivier et Sophie, et puis je vais clore l'enregistrement. Merci beaucoup et n'hésitez pas à revenir vers nous donc, par email, sur le site web ou Pigeon Voyageur, on ne sait jamais. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas parce que ces aspects-là c'est assez complexe. Donc, on est là justement pour orienter tout ça. En tout cas, autant que faire se peut. Voilà. Très bien. Au Merci à revoir vous. et encore merci à Bonne journée. tous. Au revoir.